Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième cours de philosophie générale consacré aux notions de travail et de technique. Aujourd'hui, nous allons enfin aborder un auteur incontournable dès qu'il s'agit de penser la notion de travail ou de technique en philosophie, à savoir Marx. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous donner un petit aperçu rapide du programme qui nous attend. On a du boulot aujourd'hui. D'abord, je vais rappeler brièvement les apories du système hegelien face auquel Marx développe sa pensée. Je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo sur Hegel si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'elle est utile pour mieux comprendre en profondeur ce que Marx a voulu faire. Ensuite, je vais situer Marx au niveau historique et philosophique, puis je développerai sa théorie sur le travail de manière générale, ainsi que les différentes formes d'aliénation que l'on retrouve concernant le travail selon lui. Et ensuite, évidemment, on verra si une remise en question est possible de sa théorie ou si en tout cas il y a des points qui restent à résoudre. Bon, donc étant donné que la pensée de Marx, c'est un sacré morceau, je ne vais pas l'aborder, enfin je vais pas aborder tous les aspects fondamentaux de sa théorie et j'en garderai un peu sous le coude pour ma prochaine vidéo, qui lui sera également consacrée. Allons-y donc. La dernière fois, on a développé la théorie du travail chez Hegel, ainsi qu'un grand texte bien connu de celui-ci, à propos de la dialectique de la maîtrise et de la servitude. Évidemment, si vous êtes un élève de terminale, ce que je vais développer ici sera plus exigeant qu'un cours de terminale, mais je ferai en sorte de vous donner la base pour que vous ne soyez pas perdu, et puis rien ne vous empêche de vous accrocher pour comprendre le reste. Car j'estime que ce que je vais développer est nécessaire pour comprendre réellement Marx. On a établi que selon Hegel, le travail libérait l'homme dans la mesure où il permettait de développer une autonomie liée à un savoir-faire, ainsi que la possibilité de reconnaître la marque de sa liberté dans les consciences qu'il façonne lui-même dans le travail, comme activité productrice. Toutefois, deux problèmes s'imposent à nous, dont un relevé par Hegel dans sa philosophie de l'esprit, un texte peu connu à ne pas confondre avec la phénoménologie de l'esprit. Le problème relevé par Hegel et qui préoccupera beaucoup Marx est celui de l'industrialisation liée au machinisme qui fait que la machine impose un rythme de production insoutenable aux travailleurs dans les usines. On a vu que le travail risquait de devenir répétitif et abrutissant à cause de l'essor de la technique. Et puis surtout, le gros point faible de la théorie de Hegel, c'est que ce dernier pensait être arrivé au terme de l'histoire et croyait que l'État prussien avait fait disparaître les rapports de maître à esclave par le biais du droit. Or, Marx, dans des textes tels que sa critique de la philosophie du droit de Hegel ou à propos de la question juive, montre précisément que ce n'est pas parce qu'une chose est garantie par le droit qu'elle est valable en fait. La distinction en fait droit, bon, elle est importante, hein, ça elle fait partie des distinctions à maîtriser pour le bac d'ailleurs. Marx donne l'exemple du droit de propriété dans À propos de la question juive, et il dit que le fait que tout homme ait le droit de jouir de la propriété exclusive des biens qu'il a gagnés par le travail n'a de sens que dans la mesure où, en fait, pas seulement en droit, il possède ces biens-là. Une critique que fait Marx au système capitaliste et que je développerai plus à fond une autre fois, car si je parle là-dedans, la vidéo risque d'être interminable, c'est d'entretenir de faux espoirs chez les classes dominées par les classes dominantes, pas du fait que le droit ait un caractère abstrait qui nie la réalité concrète et matérielle des faits. En effet, Marx est un auteur dit matérialiste, ce qui signifie qu'il se situe en rupture avec l'idéalisme allemand de Hegel, dans la mesure où pour lui, ce n'est pas le philosophe et ses idées, donc comme chez Hegel, qui peut agir sur la matière du dehors, ce n'est pas un esprit qui est immanent à la matière et qui agit dessus, c'est au contraire les conditions sociales et économiques de la société qui structurent la pensée des individus à leur insu. Pour le dire autrement, ce que Marx nomme l'infrastructure, là c'est un point un peu technique, si vous êtes en terminale c'est pas grave si vous comprenez pas, vous prenez pas la tête, après ça va devenir plus simple, mais bon je le dis parce que c'est quand même un aspect fondamental du marxisme. Donc ce que Marx nomme l'infrastructure, les conditions économiques, historiques et sociales concrètes dans lesquelles les individus sont amenés à travailler et à vivre leur vie quotidienne, déterminent la superstructure, c'est-à-dire le socle idéologique, l'ensemble des croyances, des valeurs ou des idées qui sont véhiculées par la classe dominante
en vue d'asservir la classe la plus pauvre. Formulé de manière plus claire et concrète, cela signifie que le système capitaliste comme système économique et politique, historiquement déterminé, produit des idées et des illusions qui vont servir les intérêts des classes dominantes. Si on veut, là il y a un exemple qui me vient en tête, si on veut illustrer la thèse de Marx avec quelque chose de plus actuel, vous avez le mythe du self-made man en Amérique, qui est cette idée selon laquelle, en fait, par les efforts et par le travail, on peut devenir riche, on peut réussir, on peut y arriver. Bon, ça, pareil, vous voyez, c'est une idée qui sert les intérêts des classes dominantes, parce qu'en réalité, même s'il y en a certainement qui partent de très bas et qui arrivent très haut on va dire, en termes de réussite sociale, bon, c'est très 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 minoritaire, donc bon, ça entretient de faux espoirs pour rien. Donc, selon Marx, et ça c'est l'idée maîtresse que l'on retrouve dans son manifeste du Parti communiste, l'histoire a toujours été en tout temps et en tout lieu celle de la lutte des classes. Cela signifie que si l'on revient sur ma précédente vidéo sur Aristote par exemple, on peut assister à des rapports de domination du maître envers un esclave, mais ce rapport est décomplexé et assumé dans l'Antiquité grecque où l'esclavage était légal. En revanche, par la suite, la division sociale de l'humanité s'est intensifiée. Au Moyen Âge, pendant la période féodale, ce sont les serfs qui sont dominés par la noblesse. Puis au XIXe siècle, c'est le prolétariat qui est dominé par la classe bourgeoise. Autrement dit, pour Marx, dès qu'une classe sociale pauvre et dominée, qui produit le plus gros du travail pour une classe sociale dominante, parvient à renverser celle-ci, comme cela a eu lieu lors de la Révolution française de 1789 par exemple, la classe sociale qui triomphe est amenée à développer une nouvelle classe sociale dominante qui va asseoir son emprise sur tout le reste du peuple. En fait, elle devient elle-même ce qu'elle combattait avant. C'est ça le paradoxe. Et ça semble sans fin. L'ironie que relève Marx, et qui est très intéressante historiquement parlant, c'est que la classe bourgeoise, dans la société capitaliste du 19e siècle, donc ça c'est dans le manifeste du Parti communiste si ça vous intéresse, eh bien, cette classe bourgeoise, donc, elle est en partie constituée par les anciens pauvres, justement. En effet, le mot bourgeois vient du mot bourg, qui renvoie aux anciens quartiers pauvres en zone rurale dans lesquels les anciens pauvres, devenus bourgeois, précisément, donc devenus les nouveaux riches, se sont enrichis progressivement grâce au commerce. Concernant la révolution industrielle qui a eu lieu, principalement pendant la deuxième grosse moitié du XIXe siècle, c'est un- c'est dans un tel contexte que Marx décrit les conditions de travail horribles des ouvriers. Donc il faut bien avoir ça en tête parce que sinon on fait oh là là Marx, oh, il est moralisateur, gna gna gna. Non, il a de bonnes raisons quand même de décrire ce qu'il écrit. Faut pas exagérer. Bref, et donc il décrit les conditions horribles de travail des ouvriers et il entend bien les dénoncer car comme on l'a vu, l'avènement du machinisme qui a suivi entraîne un caractère complètement déshumanisant concernant le travail en tant que travail à la chaîne. En effet, la révolution industrielle est un ensemble de découvertes, enfin elle est caractérisée par un ensemble de découvertes et d'innovations techniques qui ont bouleversé, d'où le terme de révolution, hein. Une révolution c'est quand il y a un bouleversement qui va inscrire une rupture avec ce qu'il y avait avant, qui a bouleversé le champ d'activité de production humaine, de telle sorte que la manière de produire du travailleur n'est plus strictement artisanale comme autrefois. Par exemple, avant, on avait des ateliers de production où les cordonniers produisaient des chaussures avec un rythme de travail qui correspondait à la vitesse moyenne de ce qu'un être humain est capable de produire de manière manuelle, alors qu'avec l'apparition des usines, où c'est le travail à la chaîne qui est devenu la norme de production standard, chaque ouvrier doit rapidement effectuer une tâche sur les pièces qui arrivent sur le convoyeur à bande, dont j'ai parlé la fois précédente, qui en tant qu'innovation technique propre à l'avènement du machinisme impose un rythme de production très très soutenu à l'ouvrier. Donc pour bien comprendre le concept d'aliénation chez Marx et ce que ce dernier critique, il faut que je fasse un détour par sa conception du travail, que ce dernier présente de manière claire et concise au livre 1. Là j'ai posé le background pour que vous compreniez ce que Marx a essayé de faire et ce qu'il raconte.
là maintenant on en arrive au cœur du problème au niveau philosophique. Donc au livre 1 de son ouvrage majeur de la maturité, le Capital, au chapitre 7, Marx développe justement donc sa conception du travail. Donc là ça vous fait des billes supplémentaires sur la notion de travail, hein. Les conceptions du travail chez Marx, au niveau on va dire abstrait, elles sont très fortes au niveau philosophique. Donc c'est indispensable de le connaître à ce niveau-là aussi. Donc Marx considère en effet que le travail est une activité naturelle et même un échange, d'après l'expression qu'il emploie dans le Capital à l'endroit que je vous ai indiqué, qui a lieu entre l'homme et la nature. En effet, Marx étant matérialiste, il part du principe que l'homme n'est pas distinct de ce grand tout qu'est la nature, et qu'en tant qu'être naturel fait de matière, il doit s'y maintenir dans une intégrité physique par le biais du travail. Le travail est un échange naturel dans la mesure où il échange à la nature sa force contre le fruit de sa subsistance. Par ailleurs, on verra que le concept de force de travail chez Marx est d'une importance cruciale pour bien comprendre sa pensée. Selon Marx, le travail, même manuel et producteur, la fameuse poiesis d'Aristote dont on a vu que ce dernier considérait celle-ci comme inhumaine, possède une dimension intellectuelle et humaine pour Marx. C'est là-dessus que Marx s'oppose vraiment à Aristote, précisément en vertu du fait que travailler met en tension, nous dit Marx, l'esprit humain du travailleur, qui agit sur la matière afin de produire quelque chose. Là, en fait, très précisément, Marx dit que quand quelqu'un travaille, il interagit avec la matière et justement, la matière lui résiste. Donc, il y a un effort, vous voyez, un effort physique, certes, mais il y a aussi un effort intellectuel derrière, comme je vais vous le montrer à présent. Donc, pour creuser cette dimension humaine et intellectuelle du travail, y compris dans les travaux manuels dont on pourrait penser a priori qu'ils ne sont pas conformes à notre humanité si on est un aristocrate un peu snob, Marx utilise une comparaison avec un petit animal qui a la cote chez les philosophes, dès qu'il s'agit d'utiliser des exemples, à savoir l'abeille. L'abeille, nous dit Marx, construit tout par instinct, sans réfléchir. Elle se prend pas la tête, l'abeille, pour construire sa ruche, car la nature l'a dotée d'un organisme lui permettant de construire naturellement sa ruche sans avoir à réfléchir. L'abeille ne possède pas les capacités de réflexion de l'homme et sa production est instinctive. C'est justement cette dimension instinctive et naturelle du travail de l'abeille qui fait qu'elle construira toujours une ruche parfaite aux alvéoles bien structurés. À l'inverse, même le pire des ouvriers, le plus mauvais, quoi, celui qui est vraiment pas bon, eh ben, il devra produire un effort intellectuel de réflexion dès lors qu'il se concentre pour produire quelque chose qui sera justement pas terrible. Donc c'est le fait que l'homme soit doté d'intelligence et de réflexion qui fait que paradoxalement son travail sera moins efficace et réussi en moyenne que celui de l'animal dans la nature qui construit de façon mécanique et instinctive des artefacts naturels. Pour illustrer cette idée avec un exemple encore plus concret, vous voyez quand on utilise une machine à calculer, bon bah la machine en quelques secondes, tac, elle trouve le résultat alors que l'homme peut faire des erreurs de calcul justement. C'est parce que justement bah on a la raison qui nous élève, on va dire par rapport aux simples animaux, aux machines, qui fait qu'on n'est pas des machines, mais justement ce qui fait la grandeur de l'homme en apparence le dessert dès qu'il s'agit d'accomplir quelque chose de strictement mécanique qui ne demande pas on va dire une réflexion intellectuelle profonde. Donc ce point est très important car il nous permet de comprendre en quoi le travail au sein de la société capitaliste, par sa mécanisation du travail, enlève la dimension humaine et intellectuelle du travail. Il en vient à produire de façon contre nature des objets à la chaîne sans avoir le moindre temps de réflexion car il doit s'adapter à la cadence de la machine qui l'assiste qui en l'assistant remplace partiellement certaines actions qui étaient autrefois accomplies par l'homme avec l'avènement du machinisme justement, bah, ces tâches-là elles sont remplacées. Ainsi le travail devient déshumanisé car il devient mécanique et répétitif, l'ouvrier développe des réflexes pour produire à la chaîne ce qu'il produit et ces gestes finissent par se calquer sur le rythme de la machine.
comme dans le film Les Temps modernes de Charlie Chaplin, où vous avez le personnage principal qui se met à faire le même mouvement pour serrer les vis sur des plaques de métal qui arrivent sur le convoyeur à bande. Et il continue à faire. En fait, l'effet comique, ça vient du fait qu'il continue à faire ce geste alors qu'il a plus la plaque sous les yeux. Du coup, il en vient à visser accidentellement les tétons de son collègue, ce qui est assez drôle d'ailleurs, hein, bref, bon. On en arrive précisément à ce que Marx dénonce dans le système de production capitaliste, en partie du moins, le caractère répétitif et déshumanisant du travail. Justement, l'homme n'est pas un animal, donc il peut pas. Le fait qu'il en vienne à tout faire par instinct ou par réflexe, ça revient à supprimer sa dimension humaine. Et donc, ça ôte au travailleur toute dimension intellectuelle spécifiquement humaine dans le travail. Le travail, nous dit Marx, devient aliénant. Pour développer ce point du travail aliénant, je vais m'appuyer sur les manuscrits de 1844, qui est l'ouvrage majeur de Marx, écrit quand il était jeune. Donc c'est le jeune Marx, là dont je parle à présent. Car dans le Capital, ça sera le travail exploité qui intéressera Marx et les réflexions économiques liées à celui-ci. Les manuscrits de 1844 mettent davantage en avant la dimension philosophique en rupture avec Hegel par rapport à la conception du travail. Oui, parce que Marx, quand il était jeune, bon, il était séduit comme beaucoup d'étudiants de sa génération par Hegel, hein, le grand Hegel, et puis petit à petit, il s'est rendu compte que bon bah c'était très abstrait, puis qu'il y avait pas mal de choses fausses, donc fallait bien rectifier le tir, quoi. Donc, que veut nous dire Marx quand il nous parle d'aliénation? Quand Marx parle d'aliénation, il faut comprendre par là deux choses. D'une part, le sentiment d'étrangeté par rapport à lui-même que ressent le travailleur lorsqu'il produit quelque chose. D'autre part, la dépossession que subit le travailleur du fruit de son travail et de sa propre activité qui l'amène à ressentir ce sentiment d'étrangeté. L'aliénation renvoie le plus souvent à la folie. Quand on dit de quelqu'un qu'il est aliéné, on veut dire par là qu'il est fou, vous voyez? Bon, eh bien pour Marx, cette aliénation est purement et simplement un sentiment d'étrangeté lié à ce que produit le travailleur parce qu'il est dépossédé de ses moyens de production. Il en oublie il s'oublie totalement dans son travail et il en oublie que c'est lui qui produit ce qu'il produit. À cause des outils justement qui constituent la technique avec laquelle il travaille. En fait, les moyens du travail, ceux qui sont censés permettre aux travailleurs de s'accomplir dans le travail, se retournent contre lui. Ça, c'est la grande thèse de Marx. Donc, en fait, Marx développe ce concept de travail aliéné pour critiquer la thèse de Hegel que l'on a vu la dernière fois à propos du travail qui libère l'homme. En fait, Marx reprend les deux points sur lesquels Hegel pensait que le travail était libérateur et il montre qu'en réalité, ça peut plus fonctionner dans le système de production capitaliste. D'une part, le travailleur n'a plus le temps de se reconnaître dans ce qu'il produit, en plus de ne pas avoir le temps de réfléchir à ce qu'il est en train de faire, à cause de la cadence insoutenable de la machine avec laquelle il travaille. D'autre part, il n'est pas réellement autonome, car il n'est pas maître des moyens de production par lesquels il accomplit sa tâche. Ce n'est pas lui qui décide de ce qu'il produit et en quelle quantité, mais la classe bourgeoise dominante qui n'en a jamais assez et veut accumuler sans cesse toujours plus de bénéfices. Le bénéfice étant, comme je l'avais déjà un peu expliqué et comme on le verra plus dans le détail la prochaine fois, le but suprême du capitalisme. En fait, Marx dit d'une certaine façon à Hegel que sur le principe, il a raison par rapport au caractère libérateur du travail, c'est bien beau sur le papier, mais que la manière dont le travail a lieu de façon concrète dans un système capitaliste annule les deux éléments fondamentaux par lesquels l'homme pourrait en théorie se libérer dans et par le travail. La reconnaissance de soi dans ce que le travailleur produit et le développement de son autonomie. Il y a donc trois formes d'aliénation pour Marx. La première est l'aliénation dite objective, qui repose sur le sentiment d'étrangeté de l'ouvrier par rapport à sa propre production, par rapport à l'objet qu'il produit, car il est dépossédé de ce qu'il produit. Marx nous dit même que la marchandise produite par l'ouvrier lui fait face de manière hostile et étrangère, c'est les termes que Marx emploie dans le texte sur lequel je m'appuie, comme si elle ne lui appartenait pas et lui demandait de produire toujours plus. Vous voyez, vous imaginez l'ouvrier, il rentre chez lui le soir, il dort, il est crevé, il en peut plus, puis il imagine la marchandise dans son cauchemar qui lui parle « Continue, continue !» Bon bah voilà, c'est ça, c'est en fait ce que l'ouvrier produit se retourne contre lui, il a l'impression
qu'il est l'esclave de ce qu'il produit, ce qui est une aliénation totale. C'est un paradoxe que le système capitaliste a concrétisé. En fait, l'ouvrier ne sait même plus pourquoi il produit autant et ne prend même plus le temps de réaliser ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il produit devient son propre ennemi et un facteur d'asservissement et d'esclavage apparent qui s'oppose à sa liberté, d'esclavage réel même, comme l'expliquera Marx ensuite. Autrement dit, le pauvre ouvrier qui passe son temps à visser de façon répétée les mêmes vis sur une plaque de fer ne va pas vendre l'objet qu'il produit sur le marché afin de gagner sa vie, c'est son patron qui va le faire pour s'enrichir et déterminer quel salaire reviendra à son ouvrier à partir du bénéfice qu'il va palper. Mais bon, ce point je le développerai dans la prochaine vidéo. Dans l'aliénation dite objective, Marx nous dit que l'ouvrier est dépossédé de l'objet qu'il produit et perçoit donc celui-ci comme étranger car il n'a pas le temps de reconnaître la marque de sa conscience dans cet objet. Objet qui de toute façon est produit de façon mécanique, comme si l'ouvrier n'était rien de plus qu'un animal amené à tout produire par instinct. Concernant l'aliénation subjective, c'est la deuxième forme d'aliénation qui va de pair avec la première, mais où Marx n'envisage plus le problème du sentiment d'étrangeté à soi-même par rapport à la production, mais par rapport à l'activité du sujet par laquelle il développerait son autonomie. Donc dites-vous que ces deux concepts, aliénation objective et subjective, sont en fait des critiques des deux aspects libérateurs dans le travail que l'on a étudiés chez Hegel la dernière fois. Ça vous servira si vous devez faire des transitions là-dessus, hein. Le concept d'aliénation objective, c'est pour remettre en question le fait que le travailleur puisse se reconnaître dans ce qu'il façonne, puisqu'il n'en a plus le temps, et que de toute façon la marchandise qu'il produit ne lui appartient pas. Et le concept d'aliénation subjective, c'est pour remettre en cause le fait que le travailleur puisse pleinement développer son autonomie et son savoir-faire par le travail. Donc vous voyez, c'est vraiment des concepts que Marx crée pour court-circuiter la thèse hegelienne. Donc en effet, avec le machinisme, la machine supprime de plus en plus l'autonomie du travailleur, puisque le but c'est de produire toujours plus en un minimum de temps. Donc par conséquent, la machine réduit les tâches que l'ouvrier doit accomplir par lui-même. Dans le film de Chaplin qui est satirique, l'ouvrier se contente de tourner deux vis par exemple, de façon répétée, mais du coup, il réfléchit de moins en moins et la cadence élevée de production va avoir un effet abrutissant sur ce dernier. Là où il y a aliénation dite subjective, c'est précisément dans le fait que le sujet ne soit plus maître de lui-même, de sa propre activité et de son propre temps de travail. Il ne peut plus reconnaître sa propre liberté dans le fait de travailler puisque sa force de travail ne lui appartient pas. En fait, pour pouvoir gagner sa vie, le travailleur est contraint de vendre sa force de travail via l'embauche, où un patron achètera à l'ouvrier cette force, évidemment au prix le plus bas possible, hein, ça va de soi, pour la mettre au service de son entreprise. Mais en retour, c'est le patron qui décidera du temps de travail et du salaire de l'ouvrier. Or, puisque l'ouvrier vend cette force de travail à un tiers, le bourgeois capitaliste qui détient les moyens de production et l'usine dans laquelle il va travailler, elle ne lui appartient plus, et il en est dépossédé, c'est logique. D'où le fait qu'il ne soit pas libre et autonome dans le travail, puisque le travail en question, en fait, ne fait que le renvoyer à sa soumission à la volonté d'un autre. Le travailleur est donc rendu étranger à sa propre activité car il n'est pas maître de ses propres moyens de production, donc ça c'est facile à comprendre, je pense, hein, tous les terminals peuvent le comprendre, pour peu que leur cerveau fonctionne, et ne peut donc espérer dégager le temps libre qu'il souhaiterait lui, puisque c'est pas lui qui détient ses propres moyens de production. Il n'est pas maître des outils par lesquels il travaille. Le patron faisant toujours travailler l'employé au-delà du raisonnable pour pouvoir accumuler toujours plus de richesses, évidemment. Enfin, la troisième forme d'aliénation dont parle Marx, qui est la moins connue des trois mais qui demeure profonde et intéressante, c'est l'aliénation dite générique, c'est-à-dire le sentiment de dépossession et d'étrangeté par rapport à l'idée de genre humain. En effet, puisque la société capitaliste est divisée entre le prolétariat, la classe pauvre et industrieuse qui est soumise et obligée de travailler pour la classe dominante, la classe bourgeoise, et cette classe dominante, donc l'homme, et ça va au-delà du simple ouvrier, car Marx dit que justement même le patron est victime de cette aliénation-là. C'était à l'époque où Marx était encore humaniste, hein, quand il était jeune, après il a renoncé à ce genre d'idéaux.
eh bien, l'homme est privé de son idée de genre humain, c'est-à-dire d'humanité comme totalité unifiée d'individus unis et égaux les uns aux autres. Il n'y a plus l'homme avec un grand H, on parle de l'homme au sens de l'humanité, hein, mais des dominés et des dominants, et l'ouvrier prolétaire comme le patron bourgeois ne peuvent plus se reconnaître autrement que par rapport à une classe sociale déterminée, et non plus en tant qu'homme au sens fort et universel du terme. Bon, ça c'est un concept qui est intéressant et que Marx développe dans les manuscrits quand il est jeune. Il va le laisser tomber au fur et à mesure en vieillissant. Mais bon, en tout cas, le travail au sein de la société dite capitaliste, donc ça c'est le principe de l'aliénation générique, divise donc les hommes et rend ceux-ci potentiellement étrangers à leur prochain. Selon que je sois un prolétaire ou un bourgeois, je ne me reconnais plus dans je n'arrive plus à me reconnaître dans mon prochain. Je n'arrive plus à reconnaître celui-ci comme mon prochain si il appartient à une classe sociale qui est totalement différente de la mienne, vous voyez. Donc ça, c'est un des effets pervers du système capitaliste qui se situe au niveau de la reconnaissance de soi par un autre. Donc voilà, ça, c'est pas très gai tout ça, hein. Retenez bien que selon Marx, le travail est aliénant, car le travailleur ne détient pas ses propres modes de production. Le travail dans le système capitaliste, il faut toujours recontextualiser évidemment, et ne peut plus se reconnaître dans ce qu'il produit, et il ne peut pas non plus développer son autonomie, puisque son travail, en termes de rythme de production, dépend de la volonté d'un autre, le patron bourgeois. Et que pour Marx, et c'est là tout le sens de la critique qu'il fait de Hegel, la société capitaliste n'a pas fait disparaître les rapports de maître à esclave, présents dans la dialectique que l'on a vue la dernière fois justement, mais au contraire les a transposés de manière déguisée. Que veut dire Marx par là? Est-ce que l'on ne pourrait pas critiquer Marx justement en lui disant que contrairement à l'esclave, le travailleur ne fait pas tout ce qu'il fait pour rien? Ok, le travail est déshumanisant et est devenu de plus en plus intense et difficile, certes, mais il n'empêche que le travailleur gagne un salaire dont il pourra profiter, même s'il n'est pas maître de ses moyens de production. Eh bien, c'est justement là-dessus que l'on va se quitter cette fois-ci, sur un suspense insoutenable, et on verra la prochaine fois en quoi Marx fait une analyse de la plus-value et du salaire gagné par l'ouvrier, pour montrer que le travail aliéné que l'on a analysé aujourd'hui est en réalité un esclavagisme déguisé. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine fois.